parti pour l'ère des changements. Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette table ronde dans la suite donc de ce que nous venons d'entendre avec les jeunes acteurs qui rentrent dans le monde de l'aéro, de l'aérien. C'est maintenant à votre tour de venir interroger tous ensemble les leviers et puis aussi de partager vos constats sur les recrutements, sur les innovations, sur les questions de management pour arriver à construire un aérien durable qui prenne en compte les grands enjeux de pollution. Eh bien, écoutez, nous allons y réfléchir ensemble et avec votre aide. Alors, je vais vous présenter. Donc, Jérôme Darsouz, je vous représente. On ne sait jamais si des gens sont entrés dans la salle entre-temps. Jérôme Darsouz, qui était avec nous juste il y a une vingtaine de minutes, qui est le directeur donc de Tarmac. Chantal de Turckheim, qui est à sa droite, qui est directrice générale d'Aelisa Aerospace Valley. Jean-François Webel, qui est responsable, alors c'est un très long titre que vous avez, inversement proportionnel à votre humilité, responsable du domaine Flight Control System et actionnement chez Safran Electronics et Défense, et vous êtes également représentant des alumni de UTA. Anne-Catherine Guittard, qui est directrice générale d'Aerospace Campus pour la formation pour la formation campus et pour les entreprises. Et enfin, Simon Dreschel, qui est président du directoire de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Bienvenue à tous. Première question, elle va être pour vous, Jean-François Webel. Vous allez dans les écoles, vous allez parler de Safran et plus globalement de l'aérien, de l'aéronautique. On vous dit quoi et vous leur dites quoi? Alors, avant de donner la réponse à la question, gardez ça en teaser, je vais refaire un petit jeu sémantique parce que la première table ronde s'appelait l'aviation pour sauver la planète. Et j'aurais dit l'aviation pour sauver l'humanité parce que la planète va survivre à nos problèmes d'environnement. Et pourquoi je joue sur ce mot-là, c'est qu'au final, l'homme a toute sa place pour se sauver lui-même, l'homme grand H, hommes et femmes. Et c'est ce que je dis aux gens finalement, ce que je dis dans les écoles, c'est venez pour changer, et c'est l'homme qui va changer, et c'est l'homme qui va changer pour lui. Et je pense que c'est ça qui est important. On a parlé ce matin à diverses reprises de l'utilité de l'aviation, au-delà du transport de milliardaires ou de tourisme. Il y a une vraie utilité sociétale dans nos pays, il y a une utilité de développement pour certains pays, et quand on remet ça dans une échelle qui est au-delà de notre contexte européen de l'Ouest très aisé, il y a un vrai défi pour nous de rendre ce développement durable et sustainable, soutenable pour l'environnement. Et c'est à travers ça que j'essaie d'approcher les étudiants en leur disant, vous allez rentrer dans un métier qui est un vrai défi, un vrai challenge, dans lequel on a besoin de vous. Alors, on a besoin de vous parce que, comme l'ont dit certains jeunes tout à l'heure, on est des vieux dans des vieilles entreprises ou très structurées, très rigides. On a besoin de votre créativité. Ce que nous, on peut vous apporter, c'est notre passion, notre enthousiasme, nos défis. Safran se dit disrupteur, même si ça peut paraître surprenant pour un groupe de 80 000 personnes, on se dit disrupteur. Et on l'est intrinsèquement. Et on invite les jeunes à nous rejoindre dans ce domaine-là. Donc, qu'est-ce qu'on attend d'eux ? On attend des nouveaux modèles, on attend qu'ils nous bousculent, on attend qu'ils nous apportent ce qu'ils apprennent dans leur cursus de formation, l'éco-conception par exemple. C'est quelque chose qui ne nous a pas été enseigné il y a 20 ans, 30 ans qu'on a été éduqués. Et on attend vraiment d'eux qui viennent nous secouer un peu et nous faire sortir de nos basiques, de nos fondamentaux, de choses qui nous semblent acquises. Et c'est là où il y a une vraie attente, c'est là où ces jeunes ne doivent pas avoir peur de venir avec un background, un corpus de connaissances vraiment différent de ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Donc avec une pensée écosystémique à 360 et pour agir de l'intérieur. Et il faut agir de l'intérieur. On peut entendre les critiques, on peut entendre le questionnement de l'usage de l'aéronautique, la régulation de l'usage. Comme je disais, il y a une mission de l'aéronautique qui reste néanmoins derrière tout ça, mais c'est de l'intérieur qu'on le changera. On l'a entendu avec Yannick Assoa tout à l'heure sur Thales, on l'a entendu avec les gens d'Ariane Group, on l'a entendu, je vous le dis, pour Safran, on met en place des technologies, des manières de travailler, des manières d'utiliser qui vont faire en sorte qu'on va contribuer à la baisse des émissions de CO2, entre autres. Mais c'est de l'intérieur que ça se fait.
Et c'est là où il faut agir. Et quel regard portez-vous sur cette génération qui appelle aussi à du participatif? Est-ce qu'il y a parfois un côté un peu déceptif pour elle quand elle rentre dans ces très belles grandes maisons? Il y a nécessairement un côté déceptif qui est que on sort d'un milieu étudiant ou de premières expériences peut-être hyper dynamiques et on rentre dans des sociétés, en tout cas pour le groupe Safran, qui sont très structurées. On le disait tout à l'heure, on a besoin d'être structuré aussi parce qu'on a des contraintes, on a besoin de garantir un certain niveau de sécurité, mais on leur offre quand même des dispositifs qui leur permettent de s'éclater, de s'épanouir, d'inventer au sein de ces groupes-là. Je cite un exemple chez Safran, on a ce qu'on appelle l'aérogarage, qui est un endroit où on offre des possibilités de fabrication, de conception, d'accès à de l'expertise pour développer des idées qu'on n'a pas l'occasion de développer ailleurs. On a un concours en interne d'intrapreneuriat, c'est un peu compliqué à dire, mais où on offre la possibilité à des équipes de partir pendant 3 ans en mode start-up, avec une solution élastique, si jamais ça ne marche pas, de revenir dans la sécurité d'un grand groupe. Donc, ces talents, il y a peut-être une première appréhension, une première déception par rapport à cette accession dans un monde très normé, mais au fond, on leur offre comme cette possibilité de s'épanouir et de proposer. Et c'est important pour nous parce que cette demande de créativité, de changement, c'est clairement quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte parce qu'on est dans un monde en profonde mutation et ces comportements-là font partie de cette mutation-là. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Anne-Catherine Guittard, donc Aérocampus, cette déception, en tout cas ce besoin de participation des nouvelles générations, vous y avez réfléchi et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que le levier il doit venir du côté managérial? Qu'est-ce que l'on doit comprendre en fait des attentes de cette nouvelle génération selon vous? Alors avant tout, j'aimerais rebondir un petit peu sur les propos de Jean-François qui justement nous disait que le monde était en profonde mutation. Le caractère un petit peu inédit de ces mutations et de ces transformations, en fait, c'est qu'elles ne sont pas mises en place par les entreprises elles-mêmes, mais bien par les aspirations des actifs qui la composent. Et ces aspirations des actifs, elles sont mues par 2 grands phénomènes. Le premier, c'est un changement radical du rapport au travail dans un contexte post-pandémique. Une enquête IFOP de 2020 démontre que 58% des actifs affirment que la pandémie a complètement changé leur rapport au travail. Et le deuxième phénomène, c'est l'arrivée sur le marché du travail d'une génération qui est nouvelle, qui a ses propres aspirations et qui attend en fait d'être séduite par les entreprises pour pouvoir en fait répondre favorablement à leurs demandes. Si on regarde le premier phénomène qui est le changement du rapport au travail, on a également une enquête de l'IFOP de 2021 qui nous permet de dégager 3 enseignements principaux. Interrogés sur un panel de plus de 2000 salariés, et à la question finalement aujourd'hui, quelle est l'importance du travail dans votre vie? On s'aperçoit que pour l'ensemble des salariés, ce qui compte le plus aujourd'hui, c'est la famille. Ils sont 71% à dire que c'est la famille qui arrive en priorité, suivi de 46% par les amis et 43% ensuite par les loisirs. Le travail n'est plus une valeur structurante aujourd'hui dans le monde salarié. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement que nous donne cette enquête IFOP, c'est que les salariés sont à la recherche aujourd'hui d'épanouissement et de sens, surtout dans ce qu'ils font. Le sens répondant évidemment à un besoin finalement d'être utile pour soi, mais être utile aussi pour la société. Ça passe par 38% d'entre eux, par exemple, qui nous disent qu'ils ont besoin d'un équilibre vie pro, vie perso, par le fait d'avoir un travail utile, donc selon leurs propres critères d'utilité, bien sûr, hein, et par la nécessité d'acquérir des connaissances qui soient permanentes et utiles. Et enfin, le troisième enseignement que l'on apprend au cours de cette enquête sur l'impact de la pandémie, c'est que aujourd'hui, les salariés ont acquis, en tout cas, le besoin d'une souplesse dans l'organisation de travail, notamment le télétravail, et surtout, ils sont de plus en plus ouverts au changement. Là où avant,
Finalement, le changement pouvait faire peur. Aujourd'hui, c'est plutôt vécu comme une bonne chose. Donc ça, c'est le premier paradigme, en fait, qui a un petit peu révolutionné ce rapport au travail. Le deuxième, c'est, on parlait beaucoup de l'intergénérationnel. Aujourd'hui, sur le monde du travail, il y a 3 générations qui se côtoient. Donc il y a la génération d'abord X, celle qui a 45-60 ans, qui a vécu la précarité du travail, qui elle tient plutôt à finir sa vie tranquillement. Voilà. La génération Y, donc les fameux millennials, qui sont âgés de 28 à 44 ans, qui sont donc curieux, assez individualistes, qui connaissent aussi la valeur de savent ce qu'ils valent, voilà, et qui ne mettent pas non plus le travail en priorité. Et enfin, il y a cette fameuse génération Z qui arrive aujourd'hui sur le monde du travail, les centennials, les digital natives, comme on les appelle aussi, qui eux sont plutôt réceptifs, connectés, très extravertis, désireux d'agir. Et enfin, je n'en parlerai pas parce que ce sont les dernières générations en date, c'est la génération alpha, qui sont aujourd'hui nés en 2010, donc ils ont 12 ans, c'est nos fameux ados l'écran, ceux qui sont scotchés derrière leurs écrans en permanence, qui eux ont une sensibilité écologique décuplée, avec des intérêts dans le développement durable, etc., etc. Donc si on se concentre surtout sur la génération Z, j'aimerais évoquer un focus qui a été fait par l'enquête de BVA, en novembre 2021, pour la Fondation Jean Jaurès et puis coporté aussi par la Massif, sur ce panel de génération Z. Et on leur a demandé, en fait, vous, l'entreprise, pour vous, c'est quoi? Et qu'est-ce que vous attendez de votre travail demain? À la première question, ça permet de déduire en fait des leviers pour être plus attractif et retenir aussi les talents. Exactement. Et il y a 6 enseignements capitaux, je pense, qu'il est nécessaire aujourd'hui de connaître. Petit 1. Ouais. Le petit 1, c'est d'abord que quand on leur demande quel est le rôle de l'entreprise, assez, je ne sais pas si étonnant que ça, ils disent évidemment que l'entreprise est là pour créer de l'emploi, certes, mais deuxièmement, ils disent qu'elle doit être utile à la société. Ils sont plus d'un tiers à le penser, à le demander. Ensuite, ils attendent d'une entreprise qu'elle donne les moyens à ses salariés de s'épanouir professionnellement. C'est une attente forte de cette génération. Donc ça veut dire de la formation, ça veut dire de l'accomplissement. Oui. Du tutorat, toutes sortes de possibilités. S'épanouir, c'est aussi respecter la créativité. J'ai échangé tout à l'heure avec Camille qui me disait qu'effectivement, souvent, la créativité était pas forcément mise en avant. Et un quart d'entre eux s'attendent réellement à ce que les entreprises s'engagent dans des sujets sociétaux, qui soient environnementaux, qui soient des discriminations, des inégalités hommes-femmes, etc., mais que ça ne se limite pas à l'incantation, c'est-à-dire que ça se prouve par des actes, et des actes forts, du style le type de fournisseurs que l'on va choisir, des dons dans des fondations, associations, etc. Ça, c'est vraiment le rôle qu'ils perçoivent dans l'entreprise aujourd'hui. Deuxièmement, ce qu'on retient aussi de cette enquête, c'est que ils ont 3 valeurs fortes principales. La première, c'est le respect. La deuxième, c'est la confiance. Et enfin, la solidarité, qui est très forte chez eux. En matière de management, parce que vous me posiez la question, pour eux, un bon manager, c'est un manager. Le manager idéal, c'est un manager qui d'abord fait progresser. C'est un manager qui donne confiance. Ils sont plus d'un quart à le penser. C'est un manager qui encourage. Et c'est un manager qui est capable de mettre à disposition aussi un environnement de travail qui soit épanouissant. Et puisqu'on parle de l'environnement de travail aujourd'hui, ce qu'attend cette jeune génération sur le travail, c'est avant tout d'avoir une bonne ambiance au travail. Contrairement à ce qu'on peut penser, ils ne sont pas forcément férus de télétravail, mais ils aiment télétravailler quelquefois, mais ils soulignent surtout l'importance d'avoir des collègues sur qui compter, surtout chez les plus jeunes. Et une fois que toutes ces grilles ont été passées par ce crible, quand on leur demande ce qu'ils vont choisir au niveau de leur poste, de leur travail lui-même, eh bien pour 43% d'entre eux, c'est d'abord la rémunération qui prime. Au-delà de la rémunération, c'est l'intérêt de l'activité professionnelle pour 32% d'entre eux. Et enfin, le temps disponible pour leur vie personnelle dans leur vie professionnelle. Et enfin, je le disais tout à l'heure, ils ne sont pas très sensibles à tout ce qui est finalement flex office ou coworking, mais apprécient d'avoir, et c'est le dernier enseignement dans les conditions de travail, ils apprécient d'avoir finalement la possibilité de télétravailler quelquefois, mais ils n'en font pas, si vous voulez,
tout un État. Donc nous mettrons à disposition de tout le monde un petit vadémécum de toutes ces règles d'or pour pouvoir recruter vos talents de demain. Et en effet, c'est vrai que c'est complexe et que ça vient bousculer les cartes. Complètement. Et ça demande donc aujourd'hui aux entreprises d'imaginer des politiques, des stratégies d'attractivité, de recrutement, de rémunération, de développement personnel, d'organisation du temps de travail, etc., qui soient quasiment sur mesure pour cette génération-là. Simon Dréchel, alors vous n'êtes pas directement concerné par des problèmes de recrutement ou d'attractivité à l'aéroport de Bordeaux, mais d'une manière plus indirecte en fait. Oui, on vit une actualité qui est chargée aussi à l'aéroport. On est en train de vivre une fin de cycle. On vient d'un modèle où les aéroports étaient en croissance et avaient une vie qui était assez linéaire et une croissance modulo les crises qu'on a pu déjà vivre. Et là, on est en train de vivre un changement de cycle parce qu'on nous le demande, parce que parfois on nous l'impose, donc à l'extérieur, et puis parce que les équipes de l'aéroport ont envie aussi d'autre chose. Et donc on vit une période qui est capitale, c'est qu'on est en train d'écrire notre plan stratégique pour les années à venir, pour changer un peu le modèle et faire de l'aéroport autre chose. Donc période capitale, parce qu'aujourd'hui il faut engager alors, les plus jeunes générations et les moins jeunes générations sur un nouveau projet. Donc c'est vraiment ce qui nous occupe. Ça résonne ce que disait Anne-Catherine ? Pour pouvoir retenir, vous avez des revendications qui vont dans ce sens-là. Vous entendez on a des revendications qui vont dans ce sens-là. On veut recruter des jeunes générations. Parfois, elles nous demandent qu'est-ce que va être l'aérien. Est-ce que c'est un bon choix? Alors notre réponse toute choisie, c'est de dire que l'aérien, il sera ce qu'on en fait. Et donc les jeunes générations, elles ont à s'exprimer aussi dans ce domaine-là. Mais en tout cas, l'aéroport doit être un produit motivant. Et ça, on y met un point d'honneur parce que c'est comme ça qu'on engagera les équipes, parce que les projets sont compliqués, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs sur l'aérien et sur l'aéroport. Donc c'est beaucoup de couches différentes et il faut avoir une énergie assez phénoménale pour les mener à bout ce qu'on veut mener. Je pense notamment au fait que l'aéroport puisse produire son énergie et bien d'autres, aller vers une transition écologique qui soit écrite et réalisée. Et tout ça, c'est des chantiers qui sont assez colossaux. Donc on a besoin d'équipes qui sont mobilisées. En termes de recrutement, nous, à Aéroport, on vient de vivre une saison estivale qui était un peu chargée. On l'a vu sur les aéroports européens. C'était vrai aussi en France. Ça a été un peu moins vrai à Bordeaux, malgré tout. C'est qu'on a passé relativement correctement l'été. Les aéroports ont eu un mal fou à recruter et à avoir des effectifs. On vit avec une caractéristique en tant qu'exploitant de l'aéroport, c'est que les faiblesses de nos prestataires deviennent les nôtres, indéniablement. Donc, quand vous croisez en tant que passager des sous-traitants, des assistants au sol ou tous ces métiers qui ne sont pas forcément de notre compétence, s'il manque d'effectifs et si c'est compliqué, l'aéroport en tant qu'aéroport seul le vit mal, quoi. Donc on a les faiblesses de nos prestataires en termes de recrutement, donc il faut qu'on arrive à recruter. On veut créer des salons de l'emploi pour parler de tous les emplois, du snacking au métier de la piste jusqu'à nos propres métiers. Donc on a cet enjeu de traiter nos sujets, mais aussi ceux de nos partenaires. Et puis après, on essaye de faire des choses un peu différentes. Qui dit nouveau modèle, dit nouveau métier. On a créé une cellule innovation, on a recruté... À l'instar de ce que disait Jean-François tout à l'heure, vous avez mixé aussi donc votre cellule innovation avec des profils un peu différents. Oui, alors on a recruté quelqu'un qui est bien identifié sur le territoire, qui vient de la French Tech, et c'était pas une fibre aéroportuaire d'avoir ce type de profil dans l'aéroport. Donc on est en train de mettre ça en œuvre avec Pierre Dejean, pour le coup, qui est le concerné. Mais ça permet d'avoir une vision un peu différente, d'aller s'intéresser à autre chose, d'innover. On a un sujet qui nous intéresse beaucoup en ce moment et qui nous aide à porter, que sont le virtual queuing, c'est-à-dire pourquoi aujourd'hui on fait des files d'attente dans les aéroports quand aujourd'hui on va chez Euro Disney et on fait plus la queue, on fait plus de files d'attente et on nous appelle. Donc des sujets comme ça qui sont parfois des plus basiques jusqu'aux plus compliqués, mais on a besoin de ces nouvelles énergies pour porter ça. Voilà, donc clairement des nouveaux métiers et des nouvelles compétences nécessaires. Je sais aussi que vous êtes dans la formation, mais on y reviendra tout à l'heure, si vous voulez bien, sur aussi l'avenir et les choses que vous pouvez envisager, notamment avec les petits aéroports. Chantal de Turckheim, je ne doute pas que ce que Anne-Catherine a évoqué tout à l'heure a résonné en vous, parce que la question du change management, c'est quelque chose qui vous anime et vous pensez que c'est un des leviers fondamentaux à actionner. Oui,
Bonjour et merci de nous avoir conviés. Je préciserai je dirige une école d'ingénieurs dans l'aéronautique, le spatial et la défense, c'est-à-dire clairement orienté. Ça veut dire aussi que les jeunes qui viennent ont fait un choix très clair. On forme des ingénieurs systèmes dans ces domaines. Voilà, c'est vraiment très clair. Ils peuvent aller dans d'autres domaines, dans toute la mobilité, mais ils sont essentiellement attirés par l'aéronautique et le spatial. Alors, l'ère des changements, pour vous? Alors, l'ère des changements, je pense que c'est quelque chose qui a toujours existé. Néanmoins, c'est la notion du temps qui s'est accélérée. On en a parlé du reste aujourd'hui. Je crois que c'est le président Rousset qui en parlait. Mais le temps a accéléré et a mis une pression sur ces changements. On a dormi à un moment donné sur un certain nombre de choses, mais aujourd'hui, l'ère des changements est très importante, qu'ils soient d'ordre technique et scientifique, mais également au niveau des entreprises, au niveau de l'organisation et humain. Parce que si leurs organisations ne suivent pas, les humains non plus ne suivront pas. On a une dualité, c'est-à-dire une génération telle que vous l'avez décrit, qui va rentrer dans une entreprise qui, elle, n'a pas la même culture et qui va devoir manager ces jeunes. Comment je les manage? Comment j'accueille leurs idées? Comment je les accompagne? Mais comment aussi j'accompagne, et ça c'est un challenge énorme pour les entreprises, ma propre transformation en tant qu'industriel. Parce que dans tout ce qui est culture change, on le sait, ce sont des peurs énormes de nos managers, mais pas de la base. La base, elle sait qu'elle aura toujours un job. Ce sont au niveau des managers. Et donc, c'est là vraiment qu'on a toujours eu des challenges importants dans nos entreprises. Et aujourd'hui, avec les jeunes qui arrivent, ces challenges sont encore plus importants. Il y a eu déjà plusieurs années où des entreprises comme Peugeot formaient leur maîtrise pour tout simplement diriger leur futur opérateur parce qu'ils ne savaient pas, il y avait une rupture. Donc on a, au niveau des managers, un vrai travail de fond à faire pour les accompagner, pour réussir ce changement de l'intérieur. On va dire autre point, autre levier que vous pensez qu'il faut absolument convoquer, puisque vous parlez des ingénieurs que vous formez. Et tout à l'heure, Jean-François Weibel a commencé à parler de l'importance de rester aussi concentré sur ce sur quoi on est fort. Vous dites, il faut absolument pas perdre de vue, à côté de toutes les soft skills qu'il faut pouvoir mobiliser, pensée écosystémique, 360, etc., agilité, mais il faut aussi rester très, très ancré sur les maths et les sciences et les techniques. Tout ce qui est sciences fondamentales sont essentielles si on veut pouvoir travailler sur les innovations, sachant que nos jeunes n'auront pas un emploi ou un métier, ils devront faire plusieurs métiers. Et dans chaque métier, ils devront être en capacité d'innover. Et être en capacité d'innover, c'est avoir des bases fondamentales qui permettent ces innovations. Et aujourd'hui, nos enjeux, nous, c'est qu'on accueille des jeunes avec un nouveau bac, avec des compétences qui se diversifient. Donc nous avons, très clairement annoncé que sans les maths, on ne peut rien faire. On a des écoles d'ingénieurs qui se trouvent contraintes, surtout dans le public, de recruter des deux sciences. Sciences économiques, c'est une science. Hein. Chez moi, non, c'est pas une science. Je suis désolée, il faut maths, physique, maths, sciences de l'ingénieur, maths, NSI, ça fait partie des fondamentaux, c'est le tournevis de l'ingénieur. Et ça permet aussi d'être créatif. C'est pour cela. Sur ces sujets, Jérôme Darsouz, qui viennent d'être évoqués, puisqu'on reste sur la question de l'attractivité de la filière et des métiers, on va pouvoir aller un peu plus en profondeur par rapport à ce que vous avez commencé à évoquer tout à l'heure sur ce tableau des jeunes, le baromètre de l'aviation. Vous pensez qu'il faut actionner quoi, vous, comme levier, pour s'assurer d'un aérien, d'un aérospatial qui soit durable et qui prennent en compte les enjeux écologiques?
je ne m'aventurerai pas à lister les leviers, ce serait extrêmement prétentieux, mais je pense qu'il y a quand même eu plusieurs choses qui ont été dites. On est quand même sur une logique d'offre et de la demande. C'est un marché, le marché de l'emploi, c'est un marché. Donc ça veut dire que la filière, elle est en concurrence aujourd'hui et elle n'est pas très habituée à être en concurrence sur le marché de l'emploi avec d'autres filières. Donc il faut faire de la com ? Notamment, mais peut-être ça va au-delà. Je pense même que ça va au-delà de la com. On a une filière qui, pendant très longtemps, n'a pas eu beaucoup à forcer pour recruter, parce qu'il y avait une sorte de roman de l'aéronautique. Voilà, on feuilletonnait l'aéronautique pendant très longtemps. Pourquoi ? Parce que l'avion, c'était extraordinaire, au sens littéral du terme. C'était extraordinaire. Aujourd'hui, alors, j'allais dire c'est dans l'ordinaire. C'est pas dans l'ordinaire et le quotidien de tout le monde. Hein. Il y a 20% des Français qui n'ont jamais pris l'avion. Mais ça veut dire quand même qu'il y en a 80 qui l'ont déjà pris, au moins une fois. Donc l'avion, en tant qu'objet, est sorti du champ de l'extraordinaire et est devenu un objet du quotidien. On a parlé tout à l'heure avec quelqu'un, ça va vous paraître très capillotracté, ce dont je vais parler, mais c'est pourtant extrêmement symptomatique en termes de culture populaire. La dernière série de Star Wars, qui est disponible sur Disney+, depuis maintenant, je crois, 15 jours ou 3 semaines, tous les véhicules de la série, tous les véhicules de mobilité volent, c'est-à-dire les motos, les mobylettes, les limousines, des camions, des vieux bus pourris scolaires qui ressemblent aux bus américains qu'on a vus ou qu'on a tous dans notre imaginaire populaire. Tous les véhicules volent et ça participe de cette désacralisation, tant mieux, parce que ça veut dire de plus en plus de gens y accèdent, mais ça pose quand même ce problème-là. Ce qu'aujourd'hui, je pense, moi, qu'il y a vraiment 2 trajectoires différentes et il faut que l'aéronautique, et je parle bien d'aéronautique et pas de spatial, reprennent peut-être cette route-là. C'est qu'aujourd'hui, le spatial fait rêver. Aujourd'hui, le spatial fait rêver. Aujourd'hui, il y a des grands programmes structurants qui font rêver le public, qui attirent les jeunes, on l'espère, vers les sciences. Ce que fait moins aujourd'hui l'aéronautique, tout à l'heure on l'a dit, hein, ça fait 10 ans, plus de 10 ans qu'il n'y a pas eu un grand programme structurant de véhicules d'aviation, d'aviation commerciale. Et je vais même plus loin, le dernier grand programme qui a fait rêver les Français, parce qu'on va parler des Français, parce qu'on a quand même là un discours très européano-centré. Hein. Là, on dit les problématiques environnementaux, les problématiques d'attractivité métier, ça reste quand même relativement européano-centré si on va dans d'autres pays. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être regarder, la Chine vient d'agréer quand même Comac, le constructeur futur qui est loin du compte aujourd'hui, mais vient de passer les agréments pour son gros porteur. Donc il y a quand même ce sujet-là. Mais si on revient sur nos problématiques ici et l'attractivité ici à la fois au niveau européen, au niveau national, au niveau régional, il y a ce roman aéronautique, donc il faut reprendre le fil. Le spatial le fait bien, l'aéronautique, il faut quand même forcer de reconnaître qu'il est très difficile d'incarner aujourd'hui. On a un Thomas Pesquet, mais alors qu'il passe quand même beaucoup de temps aussi dans les avions, mais on a un Thomas Pesquet pour un peu personnaliser et donner envie, mais il n'y a pas beaucoup de jobs d'astronautes alors qu'il y a beaucoup de jobs dans l'aéronautique. Donc on a ce problème d'incarnation, on a ce problème d'avoir des grands programmes visibles et compréhensibles par le grand public auxquels adhérer, et tout le paradoxe, c'est au moment, comme vous le disiez fort justement tout à l'heure, c'est cette génération-là qui va pouvoir porter les programmes, c'est cette génération-là qui va pouvoir changer les choses. Et aujourd'hui, on a quand même des difficultés à lui raconter, à reprendre le fil du roman aéronautique, alors surtout ici quand même, hein, je veux dire, on est le pays qui a inventé l'aéronautique. Ici, sur Bordeaux Métropole, à Mérignac, qui a une histoire aéronautique très forte, il faut peut-être reprendre le fil de cette histoire et raconter un nouveau chapitre du roman aéronautique. Faire rêver. Et faire rêver. Et rendre désirable l'objet avion. Un commentaire à ce qu'il vient de dire ? Moi, je pense que le rêve, il est pas très loin. En fait, on est dans une période qui est assez unique dans l'histoire de l'aviation, où on va, dans les 20 prochaines années, tout changer d'un coup. Le 747 a été un bouleversement dans l'aéronautique, mais finalement, on n'a que mis 4 moteurs sur un gros avion, on n'a pas changé l'écosystème associé à ça. Demain, on a parlé d'hydrogène, on a parlé d'avions électriques, on a un peu parlé de nouvelles mobilités, on va parler logistique, on va parler de nouvelles configurations avions, on va parler de nouvelles règles de certification.
on est parti dans un bouleversement phénoménal, en tout cas tel que je le perçois. Et dans ce bouleversement, tous les acteurs sont impliqués. C'est plus uniquement un Airbus, un Safran, un Thales qui va révolutionner le sujet. C'est Safran avec Total, l'aéroport de Mérignac, le législateur, qui vont faire qu'ensemble, on arrivera à faire des moteurs qui seront approvisionnés par du SAF en quantité suffisante et qui auront le droit de faire des approches directes pour réduire la consommation. Et ça, c'est quand même assez nouveau. Et je pense que c'est un bout du rêve, c'est peut-être pas le seul, mais c'est un bout du rêve qu'on peut offrir. Et j'en reviens à ce que vous disiez, Madame de Turckheim. Nos fondamentaux dans nos sociétés sont quand même très, très technologiques. Je pense qu'il ne faut pas avoir honte de ça. Maintenant, cette appréhension à 360 degrés de l'écosystème va nécessiter des sciences, et je ne vous rejoins pas complètement sur les sciences économiques, mais des sciences qui sont autres que juste les maths et la physique et les sciences de l'ingénieur. Et c'est cette intelligence-là, qui est scientifique aussi, qui va nous permettre de dire, oui, je permets d'appréhender un système extrêmement complexe. On le voit au niveau de l'éducation ou de la formation de nos jeunes ingénieurs, qui appréhendent de plus en plus une formation avec des écosystèmes relativement complexes. Je reviens sur l'éco-développement, la circularité de nos produits, des choses comme ça, qui sont très nouvelles et qui sont quand même relativement complexes à appréhender, à mettre en œuvre. On a des étudiants qui sont plutôt bien formés. Le changement vient aussi dans le management, et là je suis d'accord avec vous, et je pense que cette action doit se poursuivre aussi à ce niveau-là. Et pour en témoigner, je vais par exemple prendre le cas de UTA, qui est l'Université du transport aérien, qui s'adresse, à travers une formation de l'ENAC, qui s'adresse au management. Et cette formation, elle est là pour nous faire prendre conscience de ça. J'ai eu personnellement la chance de la faire. Ça fait 20 ans que je travaille dans l'aéronautique, et j'ai eu l'impression de réapprendre mon métier en un an de formation. Et prendre conscience qu'au final, on a un aéroport qui, pour Safran, pour moi, employé Safran, n'était pas finalement un contributeur majeur de mon système de raisonnement. Une compagnie aérienne, un législateur, etc., fait que tout ce changement de l'écosystème complet prend une autre dimension. Et c'est cette vision à 360 qu'il faut qu'on intègre et qui doit régénérer un bout du rêve, pour en revenir là, chez nos étudiants, chez nous, et puis chez nos managers aussi. J'aimerais juste un peu, bien sûr, revenir sur les sciences économiques que je ne veux pas vexer, puisque c'est un élément important de toute la formation, en plus des sciences fondamentales. Je voulais vraiment dire que, en fait, au niveau de l'enseignement supérieur et de l'éducation, ils se sont rendus compte qu'il y avait eu un gros problème avec l'abandon des mathématiques. C'est dramatique, puisqu'on a des jeunes qui arrivent en terminale en n'ayant pas fait de mathématiques depuis 2-3 ans. Donc, ça veut dire que les mathématiques, c'est une science, certes, mais c'est aussi une structuration de l'esprit. Et si on ne rentre pas dans tout cela, on a un manque fondamental. Et dans nos entreprises, dans les entreprises techniques, voilà, ça fait partie de l'essentiel. Je voulais juste terminer, puisque nous approchons de la fin de cette table ronde. J'ai évoqué tout à l'heure le fait que, puisqu'on parle d'écosystème et de synergie, que vous envisagiez aussi l'aéroport de Bordeaux-Mérignac de venir en soutien, en tout cas en tant que formateur, sur notamment les nouvelles normes, les règles, etc., pour les petits aéroports. Ça, c'est un projet qui est déjà en cours ou c'est quelque chose que vous allez enclencher ? Alors, c'est une réflexion qui est en cours, qui vient d'un peu plus loin. C'est que l'aéroport, c'est un écosystème où on est amené à former énormément, que ce soit en interne ou à l'externe, ou nos prestataires, etc. Et donc, il y a quantité de personnes qui sont formées au quotidien sur un aéroport. On a des sujets avec des nouvelles réglementations chez nous à traiter. Il faut toujours former plus et former mieux. Donc on s'est dit qu'on pouvait être un centre de formation sur nos métiers. Donc on va le faire pour nous en interne, on va le faire également pour proposer des formations à la foultitude de prestataires qui ont besoin d'être formés sur l'aéroport. Ça va des permis pour circuler sur l'aéroport, à toutes sortes de formations utiles dans nos métiers. Et puis là aussi, avec beaucoup d'humilité, on s'est dit qu'on appliquait des réglementations parfois exigeantes européennes, etc., et qu'on pouvait aider des aéroports du territoire qui sont des aéroports plus petits ou de la région, sur un certain nombre de sujets. Voilà. Donc la réflexion vient de là, elle vient surtout de nos propres besoins et d'être un centre de formation bien structuré pour assurer tout ça, et pourquoi pas proposer du service de cette sorte-là sur les métiers aéroportuaires en tant que tels.
Merci à tous les quatre. C'était l'ère des changements. Tous les 5. 1, 2, 3, 4, 5, pardon. C'était l'ère des changements. Je vais tout de suite passer la parole à Max Armanet qui va aborder la séquence quête de sens et esprit pionnier avec un grand témoin qu'il va vous présenter. Merci encore.